D'où vient ces 16%? C'est parce qu'en fait, votre argent n'est pas en train de dormir. Comme on l'a vu tout à l'heure, il participe à une pool de liquidité, ce qui veut dire que peut-être plusieurs fois par jour, vos fonds sont utilisés pour changer d'une pool à une autre, dans un sens puis dans l'autre, ce qui fait que ça s'équilibre. Alors ça, c'est du coup, c'est voilà d'où vient ces 16%, c'est que votre pognon, il fonctionne, quoi. Il sert et vous en gardez 90%, pas 10% comme dans d'autres secteurs. On va s'intéresser à Ethereum au sens large, mais le jeton Ethereum, c'est 20% aujourd'hui du marché des encours. Mais attention, on va voir que c'est beaucoup plus que ça en termes d'enjeux. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 mars 2022. Il est 18h17 et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Montagne Conseil, Montagne Patrimoine, Daniel Villa Montero. Et comme je le fais habituellement pour l'ensemble des participants, je vais demander à Daniel, dis-moi Daniel, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la crypto et à la blockchain? Merci beaucoup Louis pour cette agréable dédicace. Non mais c'est important quand même de dater à chacun des enregistrements. On ne sait pas ce qui peut arriver. Si un jour on retombe sur ces enregistrements, au moins on arrivera à les replacer chronologiquement. Comment je suis arrivé sur le monde de la blockchain, je vais y aller assez rapidement. J'ai travaillé dans les laboratoires de recherche puisque j'ai le plaisir d'avoir effectué un doctorat en algorithmie à l'université. Et parmi les différentes disciplines qui étaient les miennes, il y avait les compréhensions des protocoles Internet, notamment le chiffrement asymétrique et tout ce qui était les réseaux décentralisés. Donc la blockchain et les usages du Bitcoin étaient étudiés à l'université pour les doctorants de la même manière que n'importe quelle autre bizarrerie informatique, si j'ose dire. Et donc j'ai étudié beaucoup le Bitcoin, mais d'un point de vue complètement scientifique, pas du tout spéculatif et sans même pas vraiment le pratiquer, mais l'étudier d'un point de vue informatique. Alors, c'est une particularité amusante parce que justement aujourd'hui on va parler des smart contracts. Donc on va parler des différentes manières de pouvoir mettre les mains dans le cambouis dans la blockchain, puisque les médias parlent très régulièrement de Bitcoin, tu en parles aussi, moi aussi naturellement, comme on peut imaginer. Je passe beaucoup de temps sur LinkedIn et sur certains différents réseaux sociaux à défendre Bitcoin parce qu'il est le plus attaqué, parce qu'il est tout bêtement le plus connu. Mais on a tendance du coup à oublier, en se focalisant sur Bitcoin, qu'il existe d'autres belles applications de la blockchain, notamment les smart contracts. Et des smart contracts découlent énormément d'usages, notamment la fameuse finance décentralisée, la DeFi, qu'on va avoir l'occasion d'aborder. On va mettre un peu les mains dans le cambouis pour que les gens voient effectivement à quoi ça ressemble. Et au-delà de ça, les fameux NFT, dont la discussion prendrait un webinaire entier, tellement le sujet est vaste, mais qui ont pu être rendus possibles eux aussi grâce aux smart contracts. Donc la finance centralisée et les NFT ne sont qu'un usage parmi tant d'autres de ce que l'on peut faire avec des smart contracts. Comme tu l'as précisé, lui, on va faire un très rapide rappel. Le but n'est pas vraiment qu'on s'éternise de ce que les gens ont pu voir au premier replay, enfin au premier épisode. On va faire un très très rapide rappel pour voir l'essentiel avant d'aller. Et puis naturellement, si à un moment donné, tu as des questions ou des remarques, lui, sens-toi libre d'interagir en ce moment comme nous avons déjà l'habitude de le faire. Alors, en ce qui concerne du coup ce qu'on a vu la dernière fois, je vous ai conseillé naturellement de voir le documentaire d'Arte pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est un conseil que je maintiens, puisqu'il vous permet d'avoir énormément d'informations sur la philosophie de ce qui a amené à la blockchain. Et globalement, cette philosophie nous amène vers ce qui est pour moi un registre décentralisé. Il faut bien entendre qu'on entend par blockchain la possibilité, par une chaîne de blocs, donc des documents qui se suivent et qui sont liés cryptographiquement les uns aux autres, de gérer un grand registre. Dans ce grand registre, on peut faire d'innombrables choses et un des cas d'usage effectivement qu'on avait vu très rapidement, c'était de tenir un registre comptable, le plus grand des registres comptables ayant la plus grande capacité de calcul étant le registre comptable de Bitcoin qui permet effectivement de gérer cette monnaie numérique. Alors on avait vu plein de qualités, mais elles ont bien sûr été détaillées au premier webinaire, donc on ne va pas s'éterniser plus longtemps là-dessus. On avait vu les fonctions de hachage qui rendaient possible le chaînage de bloc en bloc, une fonction à sens unique. Alors la particularité de la fonction de hachage, c'est qu'elle empêche aux gens de pouvoir falsifier ce fameux registre. Ça veut dire que si on devait modifier une page précédente, il faudrait modifier le hash des pages suivantes et on ne va jamais plus vite au calcul de ces hashes-là que la blockchain actuellement.
Donc, chaque élément technique qu'on vous présente, Louis et moi, on vous le présente pour bien vous expliquer que c'est la garantie, le petit verrou qui permet effectivement de gérer les choses par la suite. Le principe de double clé, alors ça, effectivement, lui, est très cher à Louis puisque on aborde la notion de ledger avec ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, en fait, il y a une petite blague, un petit mème qui circule où on voit une main qui tient une ledger avec derrière, en fait, la petite carte nette papier que propose Ledger pour mettre la phrase mémotechnique. Et on a l'intitulé qui dit, voilà, j'ai décidé de prendre la sécurité de mes cryptos au sérieux, mais on voit effectivement les phrases mémotechniques derrière. Alors bien sûr, ce n'est pas des vraies phrases mémotechniques, c'est un mème, hein, c'est une blague. Pourquoi on explique cela? Alors pourquoi en fait c'est une blague? Alors ça, ce qui est amusant, c'est que si les gens comprennent cette blague-là, c'est qu'ils ont compris comment fonctionne la blockchain. S'ils l'ont pas encore compris, bah, c'est que du coup, ils vont la comprendre un jour ou l'autre, puisque globalement, ça sera une blague aussi amusante et pathétique que celle d'une souris accrochée à votre souris informatique en disant je pensais qu'il fallait une souris pour utiliser l'informatique. Par exemple, c'était une blague qui circulait à une époque et les gens ne la comprenaient pas au départ. Euh, Comment en fait cette chose-là est possible? C'est que au niveau de la blockchain, on le verra pour les smart contracts, c'est le cas, les choses ne sont pas nominatives. Ça veut dire la possibilité de signer une transaction dans la blockchain et la possession d'une clé privée. Et cette clé privée permet d'associer à une adresse. Donc en fait, quand vous avez des adresses, on vous demande au départ, quand vous créez un wallet, on pourra en faire un, mais je vous encourage à le faire vous-même. On vous crée un wallet MetaMask, par exemple, sur les technologies Ethereum. On vous propose une phrase tirée au hasard avec ces fameux 12 ou 24 mots. Et en l'occurrence, chaque mot a 2048 combinaisons, ce qui veut dire qu'il y a des milliards de combinaisons possibles. Et donc, vous tombez sur une adresse complètement au hasard et que personne d'autre, en théorie, est tombé dessus. Et à partir effectivement de cette adresse-là, on peut générer des mots de passe. Et avec ces mots de passe, vous pouvez signer les transactions. Et donc, vous avez une identité dans la blockchain et vous pouvez agir. Si vous perdez ce fameux mot de passe, la personne en possession de ces mots de passe peut agir sur vos cryptos, agir sur vos comptes. D'où le fait que comme vos ordinateurs peuvent être piratables, Louis vous recommande à juste titre d'utiliser une ledger quand vous avez effectivement un financement relativement élevé, puisqu'effectivement la ledger va stocker dans sa mémoire à elle les fameuses phrases mémotechniques, en tout cas les mots de passe, et même si votre ordinateur est piraté, elle est beaucoup plus résistante et beaucoup plus solide et protégera du coup vos actifs. Voilà, globalement c'est ça l'idée, mais les développeurs l'utilisent aussi. Sans attendre d'ailleurs d'avoir des sommes très importantes. Pourquoi? Parce que si on s'entraîne avec des petites sommes, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, on prend les bons réflexes. Pour les bons réflexes, pourquoi? Pour pouvoir profiter de la cryptographie asymétrique. Et en langage de tous les jours, la cryptographie asymétrique, c'est la possibilité que j'ai, avec une adresse publique, de prouver sans la communiquer, donc asymétrie d'information, de prouver sans la donner que j'ai bien cette adresse privée, j'ai bien cette clé privée et ma clé publique est la preuve que j'ai ma clé privée, mais cette preuve sans la communiquer. C'est ça toute la magie. Et donc, oui, nous recommandons d'utiliser un ledger parce que ledger c'est français, c'est fait à Vierzon et ainsi de suite. Donc, il faut encourager l'industrie française. Et en plus, c'est particulièrement solide. Donc, tous les gens qui souscrivent à un abonnement de conseil chez nous commencent par recevoir en premier la clé Ledger parce que c'est une manière d'assurer ses cryptos, enfin d'assurer la sécurité de ses cryptos. On commence par des petites sommes, fait qu'on a les bonnes habitudes. C'est comme quand on manipule la boîte de vitesse sur la 208 de l'auto-école, et bien plus tard, on pourra manipuler la boîte de vitesse d'une Ferrari. Et bien là, c'est pareil. Il faut prendre des habitudes avec des petits montants. Tout à fait. Et c'est très important parce que même au sein d'Alira, comme tu le sais, effectivement, dès qu'un apprenant, alors c'était le cas pour les DeFi, maintenant c'est le cas pour toutes les formations, c'est-à-dire consultants et développeurs des blockchains, bah, dès qu'ils arrivent dans la formation, paf, livraison de Ledger, c'est l'outil en fait de toute personne manipulant la cryptographie, même avec des petits montants. Alors, lors de la démonstration qu'on va faire ensemble, puisqu'on va faire de la pratique, je ne le passe pas par Ledger parce que ça rajoute une manipulation supplémentaire qui ralentirait toutes les choses. Mais entendez bien qu'à chaque fois, c'est une petite manipulation, il y a deux boutons, on ne peut pas trop se tromper. Et donc, c'est grâce à cette clé privée qu'on va pouvoir signer les transactions et agir dans la blockchain. Alors, agir dans la blockchain, ça peut être envoyer de la crypto, Bitcoin ou une autre, à quelqu'un d'autre. On met son adresse et on envoie des données. Mais ça peut être aussi interagir sur des codes présents dans la blockchain. Et interagir sur des codes présents dans la blockchain, cela veut dire justement interagir sur des smart contracts. Voilà. Eh bien, on va passer on va aller plus rapidement maintenant dans le vif du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc,
qui va être les smart contracts ou les contrats automatiques. Et on a beaucoup parlé ensemble de Bitcoin, qui représente 40% des encours, globalement 40-41% des encours crypto. Eh bien, là, on va s'intéresser à Ethereum au sens large, mais le jeton Ethereum, c'est 20% aujourd'hui du marché des encours. Mais attention, on va voir que c'est beaucoup plus que ça en termes d'enjeux. Je te laisse la parole, Daniel. L'enjeu est immense puisqu'en fait, au-delà de la valeur marchande, effectivement, de ce qu'on appelle la fameuse TVL de Bitcoin, qui est la valeur capitalisation, ce ne sont pour moi deux animaux qui ne sont pas identiques. Bitcoin a un véritable but de thésaurisation, de garder la valeur. C'est pour moi de l'or numérique. Steve Wozniak a expliqué ça de manière très très bien. Steve Wozniak, c'est l'un des derniers grands génies de l'informatique, hein. La dernière fois que Steve Wozniak a eu une idée, il a dit: et si tout le monde avait un ordinateur chez soi? Il passait pour un hippie quand il disait: et si tout le monde avait un ordinateur chez soi? Aujourd'hui, effectivement, Steve Wozniak soutient ouvertement Bitcoin en disant que c'est de l'or mathématiquement pur. Et les informaticiens en général, ceux qui surtout pratiquent la cryptographie, ont un rapport du réel très très différent de la majorité des gens. Quelque chose qui est cryptographiquement prouvé est réel, pas palpable, pas matériel, mais réel. Et quelque chose qui est prouvé cryptographiquement est aussi pur que quelque chose qui serait matériel. Donc effectivement, Bitcoin a cette particularité d'être un or mathématiquement pur. Mais au-delà de ça, il y a Ethereum. Et le but d'Ethereum est une proposition de valeur très différente. Ethereum, moi, je le vois comme du pétrole, je le vois comme un carburant. D'ailleurs, en fait, quand on utilise de l'Ethereum pour agir sur la blockchain et agir sur les smart contracts, on dit utiliser du gaz, avoir des frais de gaz. Donc le gaz, le carburant à l'américaine, hein, le mot américain pour désigner le carburant. Donc pour moi, en fait, le pétrole est une matière, enfin l'Ethereum est une matière première qui permet d'interagir sur ce registre-là et de faire des contrats. Donc c'est le pétrole comme le Bitcoin serait l'or numérique. Alors, en ce qui concerne ces contrats automatiques, alors on dit souvent smart contract dans le principe que c'est un contrat intelligent. Il n'est pas plus intelligent qu'un code informatique. Un code informatique n'en soit pas vraiment intelligent. Donc c'est pour ça que moi, souvent, je préfère utiliser le terme de contrat automatisé. Bien entendu, smart contract est un terme qu'on connaît très bien. Dans l'idée, c'est que c'est un contrat, un code informatique, comme tout contrat informatique, il n'a pas d'ambiguïté. On verra, on va voir un smart contract tout à l'heure. Et en fait, comme j'expliquais au dernier webinar, on est sur la logique de l'open source. Ça veut dire que vous mettez des fonds sur un contrat, un code informatique qui va pouvoir agir avec des conditions précises. On va avoir des tas de cas d'usage, rassurez-vous. Mais au-delà de ça, le code qui va exécuter et utiliser vos cryptos pour un usage précis d'échange, de borrowing, d'épargne, on verra qu'il y a plein de cas possibles, est un code informatique qui est ouvert et visible par tout le monde. Il peut être auditable par des professionnels et j'aurais tendance à dire qu'il y a moins d'arnaques et moins d'usages malicieux possibles. D'accord? Et lorsqu'effectivement on a des grands scandales, on se dit un échangeur s'est fait voler tant de crypto et tout ça, c'est assez rarement, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rarement un smart contract. Et c'est souvent des smart contracts qui ne sont pas audités. Donc c'est ça qui est important. Quand des fonds sont mis dessus, assurez-vous que vous mettez des fonds en finance centralisée sur des smart contracts qui sont audités. En l'occurrence, ça se sait assez facilement si vous faites un peu de recherche. C'est incensurable et impossible à modifier. C'est-à-dire qu'une fois que le code est déposé, on ne peut pas en changer une ligne en étant un peu vicieux à la dernière minute. Et les possibilités sont quasiment infinies tant qu'on utilise ce qu'on appelle des oracles. Alors, Oracle est un terme très particulier dans la finance décentralisée et en smart contract. C'est en fait quelque chose qui va définir le réel, donner la température, l'humidité, donner le poids d'une palette de cajou de pommes, par exemple, pour effectivement faire de la supply chain. Ça veut dire un ordinateur ou une interface, une application qui donne des informations du réel au smart contract pour qu'il puisse agir en conséquence. On appelle ça des oracles. Voilà. Et donc, Pour vous si donner effectivement, oui, l'importance, Daniel, des oracles, vous allez voir comme c'est capital. C'est que les oracles, c'est donc la variable qui vient du monde réel. Donc la variable qui vient du monde réel, par exemple, c'est le cours d'une monnaie. Et notamment quand je vais avoir des smart contracts, des contrats automatisés qui gèrent 2 ou 3 ou 4 monnaies,
vous comprenez qu'il est très important d'avoir en temps réel l'information du réel, de la valorisation de chaque monnaie, surtout quand elles sont ensemble, ou quand on va les échanger, ou quand on va les placer, ou qu'on va les mettre en garantie. Et donc, c'est très important, ces oracles. Ça peut être une température. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la finance. Donc, on va parler de cours, mais ça peut être une température, un poids, ça peut être une hygrométrie, ça peut être tout ce que vous voulez qui vient se mettre dans le contrat intelligent. C'est très important, donc, dès qu'on va gérer de la valeur, d'avoir des oracles fiables. Il y a eu des gros problèmes sur des cryptos, enfin sur des smart contracts, d'oracles qui étaient faux ou qui n'étaient pas validés. Et donc, il y a eu des gens qui ont soit trop gagné et d'autres, malheureusement, en contrepartie, qui ont perdu. Tout à fait. Et l'exécution en fait de ces smart contracts est possible parce qu'on a des blockchains qui gèrent ce qu'on appelle la fameuse EVM, donc cette fameuse Ethereum Virtual Machine. Donc en fait, on simule la réalisation d'un ordinateur au sein du code dans la blockchain et ça s'exécute simultanément sur plein de machines sur Terre. Donc c'est inarrêtable. Et dès que vous avez une interface web, une page web qui touche à la blockchain, vous avez par définition ce qu'on appelle le fameux Web 3. Très souvent, les gens voient, à moins que vous vivez dans une grotte, vous voyez souvent le Web 2, le Web 3. Dès qu'on parle de Web 3, c'est pour vraiment faire le changement entre ce qu'était le Web 2, ça veut dire que votre page web touche des ordinateurs avec des bases de données appartenant au GAFA ou à n'importe quelle entreprise. Quand on est sur du Web 3, l'interface ne va pas sur des data centers ou des bases de données, elle va directement sur la blockchain, donc un registre infalsifiable, donc un registre dans lequel le code est visible et dans lequel, effectivement, cet excès de confiance qui est apporté par cette transparence permet ce qu'il était impossible de faire avant. Ça veut dire des milliards et des milliards d'argent de TVL, des fonds immenses qui se trouvent sur ces contrats automatisés pour la bonne et simple raison qu'effectivement, on est trustless. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir un tiers de confiance. Le code est visible, tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. Et il ne peut pas y avoir d'embrouille à ce niveau-là. Sauf effectivement si les oracles sont défectueux, il y aura toujours un petit risque, mais en fait, ces risques-là sont devenus vraiment minimes par rapport à ce qu'on a. Alors, on a beaucoup de choses en ce qui concerne les applications. On a voilà, vous avez ici, par exemple, il y a 525 applications qui sont gérées du gaming, 313 applications qui sont gérées de la finance. Ça veut dire qu'il y a plusieurs milliers. Actuellement, il y a 3000 applications sur Internet qui tournent et qui sont branchées sur des smart contracts, d'accord, et qui ont des usages extrêmement variés, qui vont de la galerie NFT à la fameuse finance centralisée, à éventuellement des choses qui sont gérées sur l'identité, qui sont gérées sur l'énergie, qui sont gérées sur la santé. Il y a 22 applications actuellement qui sont branchées en Web3 et qui sont effectivement gérées sur la santé. Alors, on va aller regarder un tout petit peu plus en avant une de ces applications-là. Alors, une application, par exemple, qu'on peut utiliser s'appelle Zapper. Alors, Zapper est très utilisé dès que vous commencez à avoir des fonds sur de la finance décentralisée, parce que effectivement, ce qui est un tout petit peu embêtant sur la finance centralisée, c'est que tout est transparent, mais transparent de manière assez austère. Et les applications web sont destinées à prendre les données qui sont sur la blockchain et les afficher de manière, on va dire, beaucoup plus agréable à utiliser. Pour pouvoir interagir avec Ethereum, vous avez besoin d'un wallet, comme pour Bitcoin, vous avez besoin d'un wallet pour interagir avec Bitcoin. Pour interagir avec Ethereum, vous avez besoin d'un wallet. Alors la particularité, c'est que ce wallet est différent. Il y en a des dizaines. Moi, à titre personnel, j'utilise MetaMask, puisque c'est globalement porté par Consensus, qui est un véritable monument au standard d'Ethereum. C'est quelque chose de très sécurisé, de très utilisé. Et il n'existe pas une application qui n'accepte pas MetaMask. Il peut y avoir des applications qui n'acceptent pas d'autres wallets, mais MetaMask est accepté de manière mondiale. Et dans ce cas-là, c'est extrêmement pratique. Voilà, Louis utilise un MetaMask. Tout apprenant d'Alira, au bout de quelques jours, quelques semaines, utilise MetaMask. Et aujourd'hui, si je suis sur un navigateur qui n'a pas MetaMask, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur cet ordinateur. Je ne peux pas faire les actions que j'ai l'habitude de faire habituellement. Le temps que tu lances ton action, donc MetaMask est un wallet qui est un hot wallet ou un wallet chaud, un portefeuille chaud, là où Ledger est un cold wallet ou un wallet froid. Et donc la différence, c'est qu'il y en a un qui peut être entre guillemets théoriquement hacké parce qu'il est chaud, parce qu'il est online, alors que l'autre est offline. Quand je débranche ma clé Ledger, je suis vraiment offline, alors que là c'est différent, c'est pas le même niveau de sécurité. Tout à fait. Il faut bien avoir conscience de quelque chose, c'est que si mon ordinateur se fait pirater, en mémoire, l'endroit où se trouvait effectivement cette clé est sur mon ordinateur. Donc en fait, on récupère le mot de passe sur mon ordinateur et donc du coup, je perds mes fonds. Et si par exemple, on prend MetaMask qui est ici, je peux connecter un portefeuille hardware, donc en l'occurrence un Ledger, c'est-à-dire je peux connecter ma Ledger et le MetaMask va servir d'interface entre ma Ledger et mon ordinateur pour pouvoir interagir.
Donc, dès que vous voulez toucher à la blockchain, vous avez besoin effectivement de ce petit logiciel qui s'installe, hein. C'est un plugin qui s'installe sur le navigateur, comme beaucoup de plugins qu'on utilise au quotidien. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir agir sur la blockchain. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu, vous illustrer quelque chose. Ici, par exemple, il y a une adresse que j'ai appelée nouse. Ça, je ne dois pas l'utiliser parce que j'ai déjà montré la clé privée en public quelques fois. Donc, en l'occurrence, si par exemple je suis connecté sur cette adresse-là, on a la possibilité, par exemple, de voir le détail du compte et vous pouvez, par exemple, exporter la clé privée. Si par exemple j'exporte la clé privée, je vais mettre mon mot de passe parce qu'il se dit attention, hein, tu es en train de faire un truc super dangereux quand même. Voilà, alors, naturellement, c'est une adresse qui est compromise, hein. Si je mettais le bon mot de passe, ça serait mieux. Voilà. Hop. Ah merde, zut, pardon. Ah, Voilà. enfin, il va être à l'amende. Il faut que tu me mettes un bip bip là. Hop, parce que Ouais, du coup, j'ai peut-être changé le mot de passe là-dessus. Non, j'ai pas mis le bon mot de passe ici. Bon. Mais en pas l'occurrence, grave. si vous affichez le mot de passe, si vous vous rappelez du mot de passe, parce que ça, c'est un truc que j'utilise pour la démonstration, on voit en fait une suite de chiffres et de lettres qui fait qu'en fait, vous ne pouvez plus récupérer. Enfin, si quelqu'un récupère cette donnée-là, il peut utiliser à nouveau votre compte. Donc, c'est la clé privée. Et donc, si elle apparaît, c'est bien qu'elle est affichée sur mon ordinateur. D'accord. Si vous demandez à faire ça sur une Ledger, la Ledger vous l'autorisera pas. Alors, donc il y a un compte dont l'adresse était compromise, le jour où je tomberai sur le mot de passe d'autorisation. Et après, nous avons une adresse que je vais utiliser avec vous aujourd'hui, d'accord, qui contient 5 matiques. Alors, pourquoi il ne contient pas de l'Ether, qui est la monnaie d'Ethereum? C'est parce que je peux vous expliquer, oui, c'est qu'Ethereum est voilà, c'est une blockchain qui est très très chère. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la plus sécurisée derrière Bitcoin. Vous avez Bitcoin et juste derrière, vous avez Ethereum en point de vue sécurité. Et donc, il y a d'énormes fonds qui sont dessus. Ce qui veut dire que la majorité des actions qui sont faites sur Ethereum sont avec des très grands montants. Quand je dis des grands montants, c'est 1000 ou plus. Donc le moindre petit transfert, la moindre petite action, c'est 2, 3, 4, 10, 20 dollars. Et donc inévitablement, c'était un peu gâché de faire l'équivalent d'une centaine d'euros de démonstration avec vous, alors qu'on peut faire ça sur des blockchains différentes. Alors une des blockchains différentes qui utilise la même technologie qu'Ethereum, mais dont le réseau est moins étendu et moins sécurisé, bien qu'il est parfaitement convenable, c'est ce qu'on appelle Polygon. Et donc Polygon est souvent appelé comme étant la blockchain du pauvre. Donc effectivement, quand on veut faire des petites manipulations de 4-5 dollars, vous pouvez les faire sur Polygon. Ça coûte 1 ou 2 centimes la transaction et c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes codes que sur Ethereum, simplement qu'effectivement, le réseau n'est pas le même et n'offre pas les mêmes garanties. Voilà. Et naturellement, les sommes investies sont beaucoup moins élevées. Alors du Alors, coup, oui, vas-y. vas-y, non, ben justement, ça, tu nous as mis l'eau à la bouche. Alors, qu'est-ce qu'on Alors, va faire de cette thématique? on a du Matic. Alors, le Matic est actuellement à 1,40 €, mes souvenirs sont bons. Donc, c'est la monnaie qui est utilisée dans Polygon, d'accord. Le carburant qui est utilisé en Polygon. Ça veut dire que c'est à la fois un cryptoactif, comme Ether, donc ça a une valeur marchande, hein. Vous savez, 1000 Matic, vous pouvez les vendre et vous pouvez avoir des euros en échange. Mais aussi, à chaque fois que vous allez faire une transaction, à chaque fois que vous allez faire une action, vous allez récompenser celles et ceux qui font tourner le réseau en leur donnant un tout petit peu de Matic. Et ce Matic, ils pourront le revendre pour acheter du matériel, pour acheter l'électricité qui permet de faire tourner le réseau. Et quand vous êtes sur une application qu'on appelle du Web 3, vous allez la distinguer très facilement, donc pas votre porte vers le Web 3, donc c'est vraiment un site qui est vraiment prévu pour vulgariser les choses. Vous avez toujours ce qu'on appelle connecter un portefeuille. Ça veut dire que la notion de logging mot de passe n'existe pas dans le Web 3. Il n'y a pas de logging mot de passe quand vous tombez sur Web 3. Vous avez votre wallet ou pas, d'accord? Parce que le mot de passe, vous l'avez déjà introduit. Donc, on vous identifie grâce à ce logiciel-là. Euh, on fait partie chez Alira de ces gens qui sont persuadés qu'à terme, un jour, assez proche, vous ne pourrez pas toucher à la majorité des applications sans posséder un wallet, ne serait-ce que pour vous identifier. Donc là, on va par exemple dire connecter un portefeuille. Vous avez vu qu'il y en a plein, il y en a des dizaines. Il y a même des navigateurs qui ont comme Opera un portefeuille intégré. Vous pouvez connecter votre Ledger directement, d'accord. En l'occurrence, ici, on a dit qu'on utilisait MetaMask. Donc on arrive sur MetaMask et paf, il s'est connecté directement. Alors j'avais fait la manipulation avant, mais il se connecte automatiquement à l'adresse qui est ici. On retrouve bien nos 5 Matic qui ont une valeur marchande de 7,25 dollars. Et comme l'a souligné lui tout à l'heure, il y a un oracle qui est allé voir le prix du Matic et qui me donne effectivement sa valeur marchande. Il nous indique que nous sommes sur un portefeuille et le petit symbole, l'espèce de petit infini inversé sur un fond violet, nous dit qu'on est sur le réseau Polygon. Donc si j'avais sur plusieurs réseaux, donc par exemple sur Ethereum, sur Arbitrum, sur la BSC, qui est le réseau de la Binance Smart Chain,
Nous avons des tas de réseaux qui existent. Moonriver, qui est un réseau qui est associé à Polkadot, qui est aussi sur l'Ethereum. Donc il y a plusieurs réseaux. Souvent, on parle d'Ethereum comme le réseau mère, mais il y a plein d'autres réseaux qui sont compatibles. Les plus connus étant Polygon, Avalanche et Phantom. Et la BSC, c'est de loin les plus connus. Les autres sont un peu moins connus. Et donc là, nous sommes sur le réseau Polygon qui a la particularité d'avoir des frais peu élevés. Alors, que veut dire en fait de la finance centralisée? C'est que cette interface qui me permet de changer une crypto d'une à l'autre est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, sans avoir besoin du moindre personnel ou de la moindre vérification humaine. Tout est automatisé. Alors, comment ça se fait que c'est automatisé? Si par exemple, je vais sur ce qu'on appelle le Polyscan, qui est en fait une interface qui me permet de voir ce qu'il y a dans la blockchain, on va remarquer plusieurs choses. On va remarquer par exemple l'un des contrats qui sert à changer une monnaie avec une autre et qui va consulter un oracle. Il s'agit du contrat d'Uniswap, qui est le contrat le plus connu. Et vous regardez en fait que c'est du code informatique. Alors pour peut-être celles qui sont les plus informaticiens d'entre vous, cela vous parle peut-être un petit peu, mais c'est du code informatique, il est visible, il est vérifié. Ça veut dire que si vous agissez dans ce contrat-là pour changer une crypto à une autre, c'est ce code-là qui est utilisé. Il n'y a pas d'embrouille du coup possible. En tout cas, ça fait exactement ce que le code propose. Si on regarde par exemple ce code, on voit qu'il a été utilisé il y a 3 secondes et qu'il a eu une grande quantité d'utilisation il y a 29 secondes, puisqu'effectivement, apparemment, un bloc. On peut voir les transactions qui sont faites, il n'y a aucun problème, on verra les transactions qui sont faites. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est J'en qu'on va profite, agir direct. Oui. j'en profite, Daniel, pendant que tu mets en place ton petit exemple, pour dire que comme aussi bien sur Bitcoin, Ethereum et d'autres, on voit les transactions, on nous a dit que les oligarques russes allaient se précipiter sur Bitcoin pour sauvegarder leur capital. Or, si on voit les transactions, on voit la taille des transactions. Si je suis quelqu'un qui est d'une organisation internationale qui veut vérifier les mouvements de capitaux, il est très facile pour moi d'aller concentrer mes recherches sur les gros capitaux. Il est évident que si j'ai un patrimoine de 100 ou 200 millions ou 300 millions ou 1 milliard de roubles, je ne vais pas faire des opérations à un demi Bitcoin ou un dixième de Bitcoin. Je vais plutôt les faire avec 1000 ou 2000 ou 3000 Bitcoins. Et comme il est très facile de se concentrer sur les grosses transactions, on peut dire qu'aujourd'hui, les Russes qui ont utilisé en masse Bitcoin pour pouvoir changer du rouble, c'est plutôt des petites transactions et c'est plutôt entre guillemets le petit peuple, parce qu'il a voulu se protéger contre une baisse du rouble, de la valeur du rouble de plus de 40%. Et en aucun cas les oligarques qui ne vont pas utiliser Bitcoin parce que c'est beaucoup trop traçable et à la fin on saura qui c'est. C'est un point essentiel que tu soulignes, Louis. La définition d'un oligarque, c'est justement qu'il n'a pas sa réserve en rouble. Il a des actifs, il a des réserves d'or, il a des actions, il a des sociétés écrans, il a des dizaines de manières, enfin tu sais ça aussi bien que moi, bien mieux que moi d'ailleurs, il y a des dizaines de manières effectivement de posséder sa valeur. La partie rouble, effectivement, de son fonds est relativement petit. Par contre, effectivement, le petit peuple, on va l'appeler comme ça, russe, qui effectivement avait des craintes effectivement que les roubles se dévaluent au-delà de la raison, eux se sont précipités pour acheter du Bitcoin. Euh, et au-delà de ça, il y a aussi un point important, c'est que globalement, quand vous achetez du Bitcoin, on va sur une plateforme centralisée, vous en achetez, vous avez un KYC. Quand vous sortez votre Bitcoin de cette plateforme décentralisée, on sait que ces Bitcoins appartiennent à tel oligarque russe dont il faudrait effectivement empêcher le commerce, si on va dire ça comme ça. Donc effectivement, si vous avez un oligarque russe qui achète du Bitcoin, il va le faire par une plateforme centralisée ou un endroit où le KYC est obligatoire, puisque c'est la loi. Quand il va déplacer ses bitcoins, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, on va prendre un exemple très sympathique. Je vais prendre l'adresse qui est ici, qui est l'adresse que j'utilise pour le webinar. On va la mettre sur le Etherscan, tout simplement. Et on voit effectivement que cette adresse n'a jamais servi à rien. Elle a juste reçu un jour de la part d'une autre adresse 5 Matic. Et si je vais sur l'adresse en question, on voit que cette adresse a servi à d'autres actions. Et parmi les actions qu'elle a fait, elle a envoyé 5 Matic à l'adresse qui est là. Ça veut dire qu'une fois qu'effectivement on a l'adresse de quelqu'un, on sait exactement ce qu'il a fait. Donc si à un moment donné, effectivement, il y a des mesures qui sont prises, on peut demander aux échangeurs donnez-nous effectivement les adresses de telle personne parce qu'on a envie d'empêcher leur commerce, ou des gens russes. On va donner les adresses, on va tracer et on va voir où vont les flux. Et si vont les flux vers un Américain, il va dire comment ça se fait que vous avez reçu un flux de la part d'un Russe alors qu'on avait interdit, exactement les choses comme ça. Donc ces choses-là sont extrêmement traçables. Aujourd'hui, ce qui n'est pas traçable, c'est la bonne vieille mallette avec de l'or dans un avion. C'est la bonne vieille mallette de billets. Il y a énormément de choses qui ne sont pas traçables aujourd'hui. Ce n'est pas cette chose-là. Revenons à nos polygones parce qu'autrement
Allons-y, On revenons a... sur nos polygones très rapidement. Alors ici, effectivement, nous avons 5 matiques. Alors l'avantage de Zapper, pourquoi je monte Zapper? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement agréable à utiliser. Vous pouvez notamment, par exemple, permuter, ça, vous pouvez changer vos matiques contre différentes autres types de monnaies, d'accord, qui existent. Alors vous ne trouverez pas du Bitcoin, par contre, vous trouverez ce qu'on appelle du wrapped Bitcoin. Ça veut dire en fait, ça va être du Bitcoin qui est transporté dans la blockchain d'Ethereum. Ça veut dire que les Bitcoins se trouvent dans la blockchain Bitcoin, et sur Ethereum, il y a des bitcoins qui ont la forme des bitcoins et qui valent un bitcoin dans le monde Ethereum. Donc, ce qu'on appelle les versions wrappées. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, l'idée, c'est que vous pouvez avoir d'innombrables autres tokens. Alors, un token qu'on va voir ensemble, pour l'exemple, c'est CRV, ce qu'on appelle le token Curve. C'est le token le plus connu pour la finance centralisée. Donc, on peut voir ici, effectivement, que vous avez la possibilité d'acheter du Curve. Alors, on vous dit qu'il est environ à 2 dollars. Alors 2 dollars, on a l'impression que c'est élevé, mais en fait, si on regarde mensuellement, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Voilà, il valait beaucoup plus cher à un moment donné. 2 dollars, c'est plutôt un bon prix. Donc on va acheter un Curve. On va regarder ici. Donc je vais mettre effectivement ici, tout simplement, Curve, qui est un token comme un autre. Je vais inverser ici, je vais dire je vais en acheter un. Si je veux en acheter un, ça fait 2,09 $. On me dit qu'il faut 1,430 environ. Donc je réinverse ici. Je vais mettre 1,430 environ. Voilà. On a environ un curve ici. On me dit qu'on va passer par Uniswap, puis après on va passer par SushiSwap, que l'opération va me coûter environ 2 centimes, que j'aurai un 3% de tolérance. Ça veut dire que le prix peut varier de 3% entre ce qui est annoncé et ce qui va être fait. Et puis j'échange. Alors si j'échange, ce que vous allez remarquer, c'est que automatiquement le MetaMask se dit ici, il dit attention, vous allez effectuer une transaction. Voilà ce que ça va vous coûter. Il y aura des frais de transaction, ce qu'on appelle les fameux frais de gaz. Donc en fait, c'est vraiment cette notion de carburant qui pour moi est importante dans la finance centralisée. Et je confirme. Voilà. On Et va donc, pendant patienter un tout petit peu qu'on et je vais confirme, valider. donc en fait, cette opération a été rendue possible. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout à l'heure. Il y a des gens qui ont mis de côté, qui ont bloqué des matiques et des gens qui ont bloqué du curve. Et ils ont bloqué ces deux monnaies parce que vous avez pu remarquer qu'on n'est pas passé par un carnet d'ordre. Si vous aviez voulu acheter, par exemple, de l'air liquide, vous allez sur Boursorama, vous allez voir, il y a un carnet d'ordre où vous avez achat et vente. Et en fonction de l'achat et de la vente, eh bien, vous allez acheter la crypto à quelqu'un, enfin, l'action air liquide à quelqu'un qui la vend. Et donc, vous passez par un carnet d'ordre qui est centralisé auprès d'Euronext. Là, vous avez vu qu'on n'est passé par aucun tiers de confiance, on est simplement allé changer une monnaie dans l'autre grâce à ce qu'on appellera tout à l'heure une pool de liquidité. Donc, quelqu'un qui a mis autant de matic que de curve et qui, en bloquant ces deux crypto-monnaies, vous permet, vous, de changer de l'une à l'autre. Et c'est lui qui vient de prendre des frais de transaction, une bonne partie des frais de transaction. Je te laisse la main, Daniel. C'est exactement ça. Alors, ce qui est très particulier, c'est que là, ça a été instantané. Que ça avait été 1 dollar ou 1 milliard de dollars, ça aurait été tout aussi rapide. Alors 1 milliard de dollars, ça aurait peut-être été un peu compliqué parce que la pool de liquidité n'aurait peut-être pas eu la somme suffisante et le splittage aurait été plus élevé. Mais pour des sommes de 1 million de dollars, ça serait passé crème, sans la moindre autorisation. C'est ça effectivement qui peut être effectivement un peu effrayant dans la finance centralisée, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de blocage possible. Alors ce que vous avez expliqué tout à l'heure, euh, Louis, est extrêmement important. Comment ce miracle est possible? C'est parce qu'en fait, des gens, moi j'en fais partie, beaucoup de personnes en font partie, Louis peut-être aussi, sont ce qu'on appelle des providers de liquidité. Cela veut dire qu'en fait, on a par exemple un certain nombre de matiques, on a un certain nombre de curves, et on a cédé, pas donné, cédé ces cryptos à un protocole qui est audité, qui est sûr, et on leur a dit voilà, je te donne moitié matic, moitié curve, tant de dollars de matic, tant de dollars de curve, identiques, et ces fonds-là, tu vas pouvoir les utiliser pour faire du change. C'est comme si on faisait un bureau de change dans les aéroports, mais coopératif. Ça veut dire que les gens amènent des dollars et des euros. On dit voilà, voilà mes dollars et mes euros, utilise-les pour faire du change à l'aéroport et je prends une partie des frais. Et donc, effectivement, automatiquement, les gens qui ont déposé cela vont recevoir une partie des frais. Alors, on peut devenir une pool de liquidité en passant par Zapper, ce qu'on appelle la fameuse pool, ici tout simplement. Et donc, il y a différentes pools qui existent. On va attendre un tout petit peu que ça se charge. Voilà, notamment par exemple Matic Sound et tout ça. Alors, je vais voir si on peut fournir une pool de liquidité sur le réseau Curve tout à l'heure. Ben voilà, on a Curve Matic. C'est ce qu'on a utilisé, le switch-up qu'on a vu tout à l'heure. En l'occurrence, il n'annonce pas ce qui est les APR, donc les revenus annuels dus aux frais. Mais si par exemple on remonte un tout petit peu et on a une autre pool de liquidité, là par contre c'est affiché, c'est 14% par an. Cela veut dire qu'en fait, si vous fournissez une certaine quantité de curve et une certaine quantité de USDT qui est un stable,
vous allez être récompensé annuellement d'un équivalent calculé de 14%, parce qu'effectivement, comme l'a précisé tout à l'heure, une partie conséquente des frais que moi j'ai payé pour effectivement acheter du Curve vous reviendrait. Voilà. Et donc là, je pourrais investir, je pourrais mettre effectivement participer à cette pool de liquidité. Il y a différentes manières de faire, on va voir qu'on va faire d'autres actions. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la place, en même temps client et banquier. Vous êtes aussi banquier, c'est-à-dire vous mettez à disposition vos fonds pour qu'ils soient utilisés de manière financière, le fait de changer une devise cryptographique par une autre. Est-ce que nous avons des questions peut-être éventuellement ou on continue? Pour l'instant, je traite les questions qui sont au fur et à mesure. Et là, Ouais. voilà. Mais c'est assez intéressant de voir justement maintenant. Donc maintenant que tu as acheté ton cœur, tu vas en faire quoi? Ah bah je sais pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'épargner parce qu'on est des bons pères de famille ou des bonnes mères de famille. Alors, et on va voir effectivement, est-ce que je peux épargner du cœur? Je vais marquer ici cœur, tout simplement. Pof! Et je vais regarder, est-ce qu'on peut épargner du cœur? On peut épargner du cœur à 5%. Alors effectivement, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Curve est une crypto qui est beaucoup utilisée en finance centralisée. Son usage est un peu plus complexe que ce webinaire le permettrait, mais c'est effectivement une crypto très connue. Derrière Ethereum, c'est quasiment ce qu'il y a de plus connu en finance centralisée. Et en l'occurrence, il est épargnable à 5%. C'est-à-dire que si on le dépose sur un protocole qui est porté par AAV, la version V2, et bien effectivement, il va grandir de 5% par an. Euh, attends, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme exemple ici? Imaginons que je veux déposer mon cœur. Je vais appuyer sur le bouton dépôt. Je vais arriver ici. Alors là, on me propose d'échanger directement du Matic vers du cœur. C'est un peu bête puisque j'ai déjà du cœur. Donc j'arrive ici et je vais vouloir déposer mon cœur. Alors là, vous allez remarquer que ce n'est pas aussi instantané parce qu'en fait, ce n'est pas le token natif. Matic est le token natif, ça veut dire qu'il est échangeable, le protocole est fait pour être échangé. Le CRV est ce qu'on appelle un ERC20. Ça veut dire que ce n'est pas un coin, c'est un token. Ça veut dire que ce jeton ne vit que de cette façon-là dans une blockchain. Il a besoin d'une blockchain pour exister. Et en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je veux le céder à quelqu'un, je dois donner l'autorisation à quelqu'un, ce qu'on appelle l'approve, de l'utiliser. Donc je vais approuver pour que AAV puisse utiliser, le montant est exact, bien entendu. On me dit attention, vous donnez l'autorisation à utiliser votre curve à tel protocole. Bien entendu, je suis d'accord. On attend quelques petites secondes. Alors là, Matic est plutôt peinard. Je suis plutôt content parce qu'en 10-15 secondes, c'est fait. Il peut arriver que vous attendiez une minute. Je confirme par la suite, même action. Et là, vous allez déposer votre cœur. Donc voilà, vous devenez épargnant d'un protocole en quelques clics. Il n'y a pas eu de KYC, il n'y a pas eu globalement de. Enfin, effectivement, on dit que la blockchain est compliquée. Je trouve que remplir les formulaires pour faire une épargne est plus compliqué que faire ce que je viens de faire. Et effectivement, on vient de déposer. Alors, si je viens sur l'accueil, qui effectivement me résume un peu toutes mes actions, bah, effectivement, il va me dire, il faut qu'il se rafraîchisse un peu. Voilà, j'ai un peu moins de matic. Par contre, j'ai un dépôt qui a un CRV qui est à 5%. Et si on prend notre adresse de tout à l'heure, donc tout ceci possible par des contrats automatisés, et que je vais sur le fameux, donc vous vous rappelez, il n'y avait pas grand-chose sur cette adresse-là, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé, et bien là on remarque qu'il s'est passé des choses. J'ai envoyé du Matic, j'ai effectivement fait des actions, j'ai notamment agi avec le protocole AAV, et même si c'est sur Zapper que j'ai fait cette opération-là, si je vais sur le protocole AAV que je vous présente comme étant l'un des protocoles les plus connus et les plus puissants actuellement, qui a actuellement sur Polygon 1,5 milliard d'actifs, donc je vais me connecter avec le MetaMask. Donc là, paf, vous voyez que votre adresse apparaît ici. Donc c'est comme si j'avais fait mon login mot de passe, je suis connecté. On va aller regarder rapidement sur Curve Token. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'effectivement, vous avez déjà déposé un Curve et des poussières. Effectivement, je vais recevoir 5,99. Et ce qui est intéressant, c'est que je pourrais aussi venir emprunter. Vous voyez que dans la pool de liquidité, il y a 300K empruntés et qu'il y a encore 400K qui sont empruntables. Donc, je pourrais venir emprunter ici du 15%. Et donc, vous voyez en fait que ces 5% viennent du fait qu'il y ait des gens qui empruntent à 16%. Et donc, une partie de ce que le protocole récupère avec ces fonds-là vont ici. D'accord? Alors, c'est un point qui est important. En finance décentralisée, il est impossible d'avoir en fait, d'être en négatif. Ça, vous ne pouvez pas être en négatif au niveau du protocole. On ne peut pas être à -5. Ça, c'est très important. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, enfin, qui est très fondamental en fait dans la finance décentralisée, c'est qu'on ne peut pas être en négatif.
On peut avoir des dettes à condition d'avoir le collatéral qui permet de les couvrir. Vous pouvez avoir des dettes si vous mettez votre appartement en gage. Appartement cryptographique, bien sûr, ce n'est pas un vrai appartement. Voilà, par exemple, il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin ou des gens qui ont acheté de l'Ethereum, des choses comme ça. Imaginons que j'ai réussi à acquérir 20 ou 25 000 dollars ou euros en Ethereum et je dis, tiens, mais ça serait intéressant je n'ai pas envie de lâcher ce point-là, enfin de lâcher mes Ethereum pour faire un achat où j'aimerais augmenter mon exposition. Donc je fais ce qu'on appelle un lombard, hein, ce que les lombards ont fait pendant longtemps. Bien écoutez, Tout à fait. je prends la garantie sur vos Ethers et cette garantie, je vais vous donner 50, 60, 70, 80, 85% en équivalent. En équivalent de quoi? Dans une autre crypto-monnaie ou dans un jeton stable. Attention, attention à cela, c'est ce qu'on parle souvent on ne rentrera pas forcément dans les détails aujourd'hui, mais on parlera du facteur de santé. C'est-à-dire que si l'Ethereum vient à baisser, imaginons que ça représente 20 000 dollars, que moi j'ai emprunté 15 000 et que l'Ethereum vient à baisser, il y a un moment donné où je peux me retrouver potentiellement en perte. Et à ce moment-là, c'est là où il faut faire très très attention parce que les protocoles sont organisés de manière automatique pour que vous ne soyez pas en perte. C'est-à-dire que si on s'approche de la zone rouge, imaginons que la zone rouge est fixée à 15 800 dollars, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un liquidateur automatique, un smart contract là aussi, donc un smart contract de liquidation qui va venir liquider votre position pour éviter que vous soyez en négatif. Donc, il faut faire attention quand on joue avec de l'effet de découvert, c'est-à-dire que quand on va faire un emprunt avec de la crypto, parce qu'on peut se retrouver en découvert. Une des manières de ne pas forcément l'être, c'est que on mette une partie de son emprunt en jeton stable et que l'on mette cette partie-là en garantie aussi, ce qui permet d'avoir un amortisseur et de ne pas être subitement exposé à une liquidation involontaire. Voilà. Mais en tout cas, vous avez pu remarquer que là, on n'a appelé aucun banquier, on n'a appelé personne, on est en train de faire des opérations de placement, on est en train de faire des opérations de revenus, on est en train de faire des opérations d'emprunt de manière automatisée à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quel que soit le moment où on en est en vie. Tout à fait. Et là, en l'occurrence, le réseau est relativement rapide. Là où ça pourrait être un tout petit peu moins rapide, c'est effectivement s'il y a à un moment donné un crash ou un dump, où effectivement beaucoup de personnes font les manipulations. La blockchain ne pouvant gérer qu'un certain nombre de transactions, il faudra attendre peut-être quelques minutes supplémentaires. Alors en l'occurrence, là j'ai fait la manipulation pour récupérer, donc ça va rafraîchir dans pas longtemps, pour récupérer effectivement, pour revenir, pour récupérer globalement mon Matic. Pour le récupérer, donc pour l'instant il n'est pas encore récupérable. Et je voulais vous montrer aussi un autre protocole qui est ici, qui s'appelle MyFinance, qui illustre parfaitement ce que tu as dit tout à l'heure, Louis, qui en fait permet de gérer un collatéral, qui est aussi simple à utiliser que AAV, et qui utilise par exemple Curve, où vous pouvez par exemple définir ce qu'on appelle un volt, ça veut dire effectivement un collatéral. On va en créer un, j'attends un tout petit peu, et vous remarquez que vous pouvez créer un collatéral avec du Curve. Donc j'en crée un. Je vous expliquerai globalement en quoi ça consiste tout à l'heure, hein, rassurez-vous. On va attendre qu'il identifie. Je fais, là actuellement il est en train de créer, que tout se passe bien. Et que me permet ce contrat? Il me permet de déposer du curve sur ce contrat. Et en déposant du curve sur ce contrat, je peux emprunter un stablecoin qui s'appelle MY, d'accord, à hauteur d'un certain pourcentage. Et comme l'a expliqué tout à l'heure lui, si jamais à un moment donné le curve s'écroule, et que donc mon collatéral s'écroule, à ce moment-là, effectivement, mon curve va être vendu pour récupérer les fonds que j'ai empruntés et ils me donneront la différence. Donc globalement, voilà, on a tous ces mécanismes-là qui existent. Alors, c'est un exemple effectivement qu'on a orchestré. Du coup, voilà, il fallait que je dise des méchancetés et le réseau Polygon met un tout petit peu plus de temps. Bon, on attend un petit peu. Mais en l'occurrence, voilà, on est sur des technologies qui ont 1 ou 2 ans. Donc de temps en temps, ça peut ramer. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide que d'ouvrir un prêt sur la banque. Mais globalement, voilà, on a conscience effectivement que ces mécanismes-là existent et je vous ai montré que un tout petit bout de beaucoup de choses qu'on peut faire en sorte. Mais entendez bien que les fonds qui permettent de faire ça sont apportés par des gens qui apportent ces fonds-là et qui ont des bénéfices. On est sur un système extrêmement, on va dire, dans un sens collaboratif, mais dans un sens quasiment comme les agriculteurs le font, c'est des coopératives, c'est une coopérative financière. Voilà. J'ai une petite question tout à l'heure sur le traçage. C'est Eric qui pose cette question. Est-ce qu'on peut tracer avec l'adresse, si on a un ledger qui est connecté sur notre ordinateur, on a une adresse ledger publique
et qui est connecté à notre adresse IP. Est-ce qu'avec ça, on peut retrouver qui a son ledger, qui est détenteur du ledger? Alors, c'est une excellente question. Alors, je vais y répondre facilement. Globalement, quand vous effectuez une transaction, vous envoyez une transaction à un nœud, c'est-à-dire une machine qui est censée effectivement recevoir les transactions et les partager dans les autres nœuds de la blockchain pour qu'effectivement tous les nœuds de la blockchain reçoivent la transaction et la gèrent avec les différents blocs, comme on l'a vu là, la première fois, lors du premier webinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si la machine qui reçoit les transactions gère un registre, ça veut dire qu'elle enregistre dans sa mémoire toutes les transactions qu'elle a reçues et les IP qui en sont les provenantes. À ce moment-là, effectivement, si on interroge tous les nœuds, donc il y a quand même une certaine puissance de feu à déployer, si j'ose dire, mais si on interroge effectivement tous les nœuds validateurs, en l'occurrence de Polygon, puisque c'est le cas, qu'on leur demande par acte de justice, est-ce que vous avez vos registres de connexion, qu'ils les stockent, c'est pas évident qu'ils les stockent, ils n'ont pas d'obligation de stocker ces registres de connexion, mais qu'ils les ont, bah, effectivement, ils vont se dire, voilà, la transaction machin bidule, qui est une transaction frauduleuse, a été envoyée par telle IP. Alors, il faut bien avoir conscience que si à un moment donné, vous avez des gens qui ont des activités frauduleuses et qui savent un tout petit peu s'y connaître, la moindre des choses en général, c'est de passer par des VPN, donc passer par des choses qui vont masquer vos IP et ainsi de suite. Vous ne pourrez pas forcément être repéré. L'anonymat tout relatif, hein, je vous explique qu'on est dans le pseudonymat, c'est-à-dire qu'on suit toujours les adresses, sauf qu'on on ne sait pas forcément à quelles elles appartiennent. En fait, en théorie, les adresses sur Polygon et Ethereum sont aussi anonymes que les numéros de téléphone au final. Hop. On va essayer d'accélérer cette action. Sinon, Oui, bah en fait, quand on n'a pas mis assez de frais quelque part, vous voyez, quand on est un peu économe en termes de je vais essayer d'être frais. un peu plus brutal. Alors là, voilà. Alors, effectivement, vous payez moins d'un centime la transaction, mais c'est moins. Ah, bah voilà, il suffisait d'être un peu plus généreux. Donc voilà, j'ai rajouté une petite pièce au réseau. Le réseau a dit, OK, d'accord, je prends ta transaction. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux choses. La première, c'est que j'ai récupéré mon card. Vous voyez qu'avant, il avait une forme qui était AMCRV. Ça veut dire qu'on m'avait donné un jeton qui représentait le fait que j'avais prêté du curve. Et ce que vous remarquez ici, c'est amusant et on va s'arrêter là-dessus, c'est que vous avez 0,005. Vous voyez ce petit machin là? Ça, c'est en fait mes gains pendant les quelques secondes, quelques minutes pendant lesquelles j'avais mis un curve. Alors effectivement, c'est pas grand-chose, mais il faut dire aussi que j'ai fait un placement de quelques minutes, hein. On imagine bien que j'ai pas gagné des fortunes. Mais ces petites miettes là, c'est effectivement les miettes qui ont, qu'on a accumulées entre la demande de transfert et le fait que la valeur soit faite. Et ici, je récupère un curve. Bah, regardez, je pourrais déposer ce curve là. On approuve le curve, donc il n'y a pas de manipulation à faire. Je vais le faire très rapidement. Pendant actuellement, Louis, que tu repères deux ou trois questions, Oui. en espérant, au pire, je vais mettre plus de. Ah bah voilà, la transaction est passée. Là, il est approuvé. Je déposite. Voilà, il y a deux manipulations à faire quand on est en train de parler d'un token, c'est qu'il faut l'approuver en disant je te donne le droit d'utiliser et utilise-le. Les deux actions ne se font pas en même temps pour des raisons de sécurité. Et donc, pour récapituler les deux opérations précédentes que tu as fait, donc on a changé un Matic en curve. Grâce à une pool de liquidité. Grâce à une pool de liquidité. Deuxièmement, on a pris ce curve, on est allé le placer. Chez AAV qui nous promettait 5%. Voilà. Une fois qu'on l'a placé chez AAV, on est allé le retirer et on a vu qu'on a gagné des tout petits, des pouillèmes d'intérêt. Voilà. De la poudre d'or sur la table. Et une fois que l'on a fait cette opération, là, tu viens de refaire une opération. Mais comme j'étais en train de répondre à une question, c'était plus pour du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré notre curve et j'ai déposé en tant que collatéral sur un coffre. Voilà. Alors, je vais voir s'il est passé. Alors, est-ce que tu es passé? Alors, le dépôt de collatéral, apparemment, c'est passé. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai une valeur. Alors, on va rafraîchir un tout petit peu parce que visiblement, l'interface. Voilà. Vous voyez, j'ai un cœur, j'ai un collatéral, j'ai 2 dollars 11 de collatéral. Vous voyez, on est vraiment. On fait des folies. Avec ça, tu peux pas emprunter. Et avec ça, je peux emprunter. C'est-à-dire que regardez, alors, ce qui est amusant, c'est que vous allez emprunter. Et attention, là, ça devient un peu flippant. On va vous remercier pour ça. Ça veut dire qu'en fait, vous empruntez à taux négatif. Ça veut dire que vous empruntez une certaine somme et vous êtes récompensé par le protocole pour l'emprunter avec un autre token qui s'appelle le CAI. Donc, par exemple, on va manager ici.
vous voyez qu'en fait, je peux emprunter jusqu'à 1 euro, enfin c'est toujours un dollar, on parle jamais en euros ici, hein. C'est 1 dollar, 1,61 pour 2 dollars de collatéral pour respecter ce qu'on appelle un taux de dette de 130%. Alors on va en emprunter moins parce qu'on est quand même prudent. Regardez, là, vous avez vu ce que disait tout à l'heure le Louis, c'est la notion de santé. Vous voyez que là, on est en très bonne santé, on n'a pas emprunté beaucoup. Là, par exemple, si je prends là, ça veut dire que dès que le curve descend, paf, mon truc est liquidé. Bah, du coup, je vais emprunter, allez, on va emprunter 1 dollar. Voilà, 1 dollar à des poussières. Alors, le mail, ça vaut 1 dollar, hein. C'est un stablecoin, ça veut dire qu'il a été algorithmiquement prévu pour être échangeable contre 1 dollar. Vous remarquez que j'ai 0,5% de fees pris au repaiement. Ça veut dire qu'effectivement, on va prendre des frais quand je vais repayer. C'est grâce à ce 0,5% que le protocole se nourrit aussi, hein, comme vous imaginez bien. Donc là, je vais emprunter. Donc je vais, comme je vous ai expliqué, on ne peut pas emprunter en négatif. Par contre, j'ai mis en prison, mis en collatéral, en séquestre, un curve qui vaut 2 dollars. Donc du coup, je peux emprunter 1 dollar, c'est la moindre des choses quand même. Et ce mail, qui est l'équivalent d'1 dollar, je peux l'utiliser pour autre chose. Donc, on va attendre un tout petit peu. Hop. Est-ce que l'action a été faite ou il faut que je reclique sur Boron? Ce qui veut dire que, par exemple, aujourd'hui, des gens Voilà. qui ont, dans l'exemple qu'on a publié dans l'AGFI Actif vendredi, on avait quelqu'un qui avait opportunément trouvé qui avait trouvé ses vieux bitcoins, et d'ailleurs, il avait échangé un bitcoin contre, enfin 2 bitcoins contre 4000 Ether à l'époque. Et aujourd'hui, on voit ce que donne 4000 Ether. Et bien, avec ça, il peut se dire, tiens, ben, j'ai tout ce capital, mais ce capital, il peut me servir, par exemple, pour aller m'acheter une résidence secondaire sans vendre mes Ethers, si j'ai la conviction que la valeur de jetons Ethereum va être stable au moins dans le temps, voire va augmenter. Et à ce moment-là, j'emprunte donc quelque chose de stable. Donc j'emprunte, je mets par exemple 5 millions de dollars. Avec ces 5 millions de dollars que j'ai mis, je peux emprunter avec une certaine sécurité 3 millions de dollars. Et ces 3 millions de dollars me permettent d'aller acheter une maison. Alors si je veux être un petit peu sécurisé, je vais mettre 5, je vais emprunter 3,5. Sur les 3,5, je vais mettre peut-être 750 000 de nouveau en collatéral, parce que ceux-là, ils ne bougeront pas. Et avec le reste, mes 2,7 millions, je vais m'acheter ma résidence secondaire de mes rêves, sans aller vendre mes cryptos, sans être imposé sur ma plus-value. Et là, par exemple, on a 2 dollars qui sont posés sur le locked. Je vois que j'ai emprunté 1 dollar, donc c'est my debt, donc c'est une dette, mais qui est quand même collatérisée. C'est pas une dette qui part de rien. Que je suis sur un ratio de 212. Je gagne les rewards si je suis entre 155 et 400, donc je garde des rewards. Globalement, dans l'idée, c'est-à-dire que je suis à un taux qui est de bonne santé et je suis récompensé avec un token qui s'appelle le Ki, que je peux revendre plus tard pour regonfler mon bag, hein, la question n'est pas là. Alors, si effectivement on va sur le wallet, on ne voit pas le mail, on se dit merde, le wallet n'est pas là. Et bien, effectivement, vous avez des petites fonctionnalités qui vous permettent de rajouter des tokens au MetaMask. Donc, je vais rajouter le fameux mail au MetaMask. Et soulagement pour tout le monde, on voit bien qu'on ne s'est pas fait arnaquer. On a bien effectivement un mail qui vaut 1 dollar. Et je peux aller sur Zapper, je viens ici sur l'accueil. Et effectivement, vous allez voir que là, l'affichage va naturellement changer hein, pour représenter le nouvel état de fait. Alors, si ça se rafraîchit, ben voilà, on voit qu'on a un mail qui vaut 1 dollar, hein, un mail 1 dollar, Calmatic qui me reste encore un petit peu quand même, que cette fois-ci, effectivement, on a un dépôt de curve, qu'on a une dette de 1 dollar, et que tout est bien détaillé, l'interface est vraiment faite pour qu'on s'y retrouve, et qu'effectivement, on dit que sur le protocole, on a du curve et qu'on a une dette de 1 dollar ici. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ce mail-là, je peux l'utiliser pour faire autre chose, etc., etc., etc. Daniel, on a fait une promesse qui est la suivante, qui est à 19h17, donc dans 7 minutes. Nous interrompons la présentation pour passer à des questions orales. On peut le faire maintenant. Si tu as quelque chose à un autre sujet qui peut tenir en 5-7 minutes, tu peux le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus si tu veux nous montrer autre chose. Mais déjà, là, pour nous résumer, on vous a montré donc que on pouvait mettre un wallet chaud qui s'appelle MetaMask, dans lesquels on pouvait mettre non pas des Ethereum pour faire ces opérations-là, parce que chaque transaction, vous avez vu, je pense que ce soir, on a dû faire déjà 12 ou 13 transactions. Donc, c'est évident qu'il faut mieux choisir une crypto comme Matic qui est
qu'il y a des frais de transaction qui sont plus faibles. Donc, une fois qu'on les a mis sur le MetaMask, vous allez me dire, tiens, j'ai des gens qui peuvent me poser des questions, mais comment j'ai fait pour les mettre sur mon wallet MetaMask? Eh bien, ça veut dire que je suis allé les acheter. Et où est-ce que je vais les acheter? Eh bien, c'est le système de dire, pour mettre de l'argent sur une blockchain, eh bien, on fait ce qu'on appelle un on-ramp, c'est-à-dire qu'on va mettre dans la blockchain de l'argent. Et quand on veut retirer, puisque j'ai une question là-dessus, quand on veut retirer, on va mettre ça off-ramp. Et bien, pour ça, on va aller utiliser différentes possibilités, ce qu'on appelle un exchange qui permet d'aller sortir ou mettre, ou sortir de l'euro pour nous vers une crypto ou une crypto vers l'euro. On a par exemple Mon Pèlerin, on peut avoir plein d'autres possibilités. Faire juste attention aux frais. Et puis on peut avoir Binance qui nous permet de le faire, puisque Binance vient d'être de nouveau autorisé à accepter les virements SEPA, et ça coûte très peu cher avec les virements SEPA. Mais on a des Français comme The Bitdex par exemple, on a des PSAN français comme Bitcoin House. Oui, Bitcoin Avenue aussi, avec qui nous avons des partenariats. Nous avons par exemple Premium pour parler des Français. Et bien sûr CoinHouse. Donc vous voyez, tout ça, c'est comment on met de l'argent dessus. Et une fois qu'on a l'argent dessus, vous avez pu voir qu'on a fait donc un swap grâce aux gens qui mettent dans la pool de liquidité. Tiens, si justement ce que tu vas nous montrer, c'est par exemple comment on peut… Alors une pool de liquidité qui ne rémunère pas en monnaie de singe, est-ce que tu peux nous en montrer une? Parce que si tu veux, il y a des pools de liquidité qui rémunèrent avec du cake ou des choses comme ça, dont la valeur peut quand même franchement chuter si la création monétaire n'est pas genre cette chose-là, par exemple. Comme par exemple PancakeSwap. Alors, effectivement, la particularité, c'est que ce que font ces pools de liquidité, c'est qu'elles récompensent avec de la monnaie de change. Comme dit Louis, c'est en fait de la monnaie qu'elles impriment elles-mêmes et qui ont une valeur marchande, hein, comme le cake qui effectivement va descendre. Alors, pour éviter justement d'être bloqué sur de la monnaie de change, vous avez la possibilité de passer par exemple sur Bifi. Et que va faire Bifi Finance? Bifi Finance, en fait, est ce qu'on appelle un yield farmer. Ça veut dire que quand vous avez déposé votre pool de liquidité, on va en chercher une. Alors du coup, c'est pas la BSC que je voudrais. Ouais, là, par exemple, il me demande de connecter sur le réseau de la BSC, mais non, non, mesdames et messieurs. Regardez, il y en a plein. Ah, ils sont jolis, hein, de beaux images maintenant. On est sur Polygon. Bon, parce qu'on est sur Polygon actuellement. Polygon, et vous avez des poules de liquidité qui existent. Alors, vous pouvez chercher celle qui a effectivement les taux les plus élevés. Vous voyez qu'il y a des poules de liquidité, par exemple, qui sont boostées par Jarvis, qui est un protocole qui donne des bénéfices. Vous voulez participer à une pool de liquidité. Alors, quand il y a des taux de rendement complètement fous, c'est souvent que ces cryptos-là sont extrêmement volatiles et c'est extrêmement dangereux. Donc, on va prendre des poules, des taux, on va dire, voilà, extrêmement dangereux. Faites-le avec ceinture de sécurité et une expertise de vol, hein, de plusieurs heures de vol. Et généralement, c'est 1 ou 2 heures après vous évacuer. Prenons par exemple ça. Alors, pourquoi je prends ça? Parce que ça, par exemple, ça c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est du DAI, de l'USDC et de l'USDT. C'est géré par Curve. Ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est une pool tripartite. Donc, en fait, c'est pas une pool avec juste dollars et euros. C'est une pool avec 3 éléments et qui sont tous stables. C'est-à-dire qu'ils sont stables. Normalement, ils valent tous 1 dollar les uns avec les autres. Mais comme certains protocoles acceptent du DAI, d'autres de l'USDT, d'autres de l'USDC, effectivement, de temps en temps, vous avez besoin de changer un stable contre un autre pour qu'il soit accepté par un protocole. Et là, par exemple, on est à 5%. Et en fait, ce que vous propose Bifi, c'est de dire, déposez la pool. Et peu importe que ça soit du curve ou la monnaie de singe en question, moi, je re-remplis la pool. C'est-à-dire qu'en fait, je vends instantanément le truc qu'on vous offre et je gonfle la pool au fur et à mesure. Donc, en fait, la pool grandit au fur et à mesure sans que vous ayez besoin de toucher à quoi que ce soit. Il prend naturellement une petite part du gâteau, hein, pour voir ces frais-là. Alors, en l'occurrence, la plupart du temps, c'est qu'il va vous coûter l'entrée et machin. Alors, vous voyez, ils mettent que le wallet a besoin d'être connecté. Effectivement, mon petit MetaMask me dit, est-ce que tu veux te connecter à Bifi? Je vais lui dire, oui, t'es gentil, tu vas te connecter à Bifi. Voilà. Et là, en l'occurrence, Alors, tu ne vas pas changer de page? la page, voilà. Ah oui, d'accord. Parce qu'après, j'aimerais que tu restes sur cette page parce que je voudrais montrer juste au-dessus, avant qu'on passe aux questions, la pool 4 euros. Voilà. Si on peut ne pas changer de page, Daniel, je vais montrer 2-3 petites choses qu'il faut regarder. Je ne change pas de page du coup. Si jamais vous vouliez faire vous-même vos premières expériences, hop, bouge pas plus, pas plus. Il y a des choses comme ça sur cette page qui sont à regarder. Vous avez le rendement, c'est une chose, vous avez le rendement journalier, c'est autre chose, mais vous avez aussi à droite un chiffre. Et un chiffre, c'est ce qu'on appelle la TVL, c'est la valeur totale qui est bloquée.
Si vous voyez une poule qui vous donne un rendement plus de 100% et que vous voyez qu'il y a 50 000 ou 100 000 dollars dessus, ben vous êtes content parce que vous allez mettre de l'argent, mais le jour où vous allez voir le retirer, il se peut qu'il n'y ait plus d'argent du tout. Donc, c'est ça qui est très important à voir, c'est que vous regardez en comparaison les poules qui ont le plus ou moins de liquidités bloquées. Et là, j'attire votre attention sur une que l'on risque, qu'aujourd'hui on est en train d'auditer en ce moment, qui s'appelle la poule 4 euros. Pourquoi 4 euros? Parce que vous avez 4 jetons stables. Et ces 4 jetons stables, qui sont le J-Euro, le PAR, le ERS et le RT, et qui nous donnent un rendement intéressant. Il y a une valeur bloquée de 1,63 enfin 1,63 million, ce qui est faible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est sous surveillance. Et si jamais elle montait, si jamais elle était de plus en plus alimentée, eh bien ça nous intéresse parce que c'est 4 jetons stables. Ça veut dire que vous êtes sur de l'euro et vous n'avez pas de perte possible sur la valeur de votre jeton. Donc vous avez mis de l'euro et vous retirez de l'euro et vous avez un rendement de 16,11. Donc vous n'avez pas un risque par rapport à la variation du jeton. Et quand même, vous avez un rendement de 16%, qui est quand même un sacré rendement. C'est un Le sacré risque, rendement. où est-ce qu'on va être les risques? Et là, Daniel, tu vas pas me Alors en corriger. fait, il y en a deux. Principalement, il y en a deux. Alors la première, d'où vient ces 16%? C'est parce qu'en fait, votre argent n'est pas en train de dormir. Comme on l'a vu tout à l'heure, il participe à une pool de liquidité, ce qui veut dire que peut-être plusieurs fois par jour, vos fonds sont utilisés pour changer d'une pool à une autre, dans un sens puis dans l'autre, ce qui fait que ça s'équilibre. Alors ça, c'est du coup, voilà d'où vient ces 16%, c'est que votre pognon, il fonctionne, quoi. Il sert et vous en gardez 90%, pas 10% comme dans d'autres secteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des risques, il y en a deux. Le premier, c'est que si les deux cryptos ou les trois cryptos que vous utilisez ne sont pas liés ensemble, si par exemple alors on va prendre par exemple FSX et Frax, qui sont deux cryptos que je ne connais pas, voilà, et ben en fait ces deux cryptos peuvent peut-être beaucoup varier l'une par rapport à l'autre. Et en fait la pool, elle doit rester à 50-50. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a la valeur d'une des cryptos qui monte beaucoup, ce que va faire le protocole, c'est qu'il va vendre celle qui coûte très cher pour réacheter celle qui coûte moins cher pour qu'on soit à 50%. Lors de ces achats-là, effectivement, il y a des frais, il y a des ajustements, il y a des marges de splittage qui sont faites. Et donc, la pool peut diminuer. En fait, si la pool fait ça en permanence, elle peut diminuer un tout petit peu parce qu'en fait, on paye des frais pour qu'elle soit à 50-50. Est-ce que je veux dire? Si par exemple, une des monnaies s'écroule, et ben voilà, l'autre va s'écrouler avec. Plus lentement, mais va s'écrouler avec. Donc, en fait, un des risques, si vous ne prenez pas du stable, c'est qu'effectivement, ces corrélations fondent un peu la pool. Il faudrait que les deux soient un peu fous pour qu'il y ait des pertes sont significatives. Mais elles existent, ce qu'on appelle les impermanent loss. Si on est sur du stable, donc effectivement, comme l'a expliqué tout à l'heure Louis, le principal risque, c'est qu'il y ait une faille dans le protocole. Ça veut dire qu'effectivement, au niveau du smart contract, il y a une faille qu'aucun développeur n'a vue, mais qu'un développeur au fin fond de l'Asie ou je ne sais où partout sur Terre, bah, il voit la petite faille et paf, il siphonne la chose. Ça arrivé de temps en temps. Nous sommes quand même sur une technologie qui est relativement embryonnaire. Moi, je vois des appels d'offres qui sont complètement folles et qui disent on veut un expert Solidity smart contract en finance centralisée qui a 3 ans d'expérience. Et j'ai envie de lui dire, mais il y a 3 ans, il n'y avait pas de DeFi. Donc, c'est comme si vous voulez un développeur web qui a 50 ans d'expérience, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une technologie qui est relativement récente, très avancée, puisqu'il y a quand même des énormes capitaux qui sont mis en place, avec des vrais métiers, avec des vraies consignes, avec des vrais standards. Il faut bien créer des choses comme ça. Mais voilà, en informatique, par définition, il y a des failles. Encore aujourd'hui, il y a des sites web qui ont des failles alors que la techno a 40 ans, donc inévitable, enfin 30 ans, mais inévitablement, l'erreur est humaine et les codes sont faits par des humains. Ça, c'est la première erreur. La deuxième faille qui pourrait exister, c'est qu'à un moment donné, il y a une, il y a, il y a- il y a une révolution législative extrêmement agressive qui disent je m'en fous que ce soit des stables, c'est du terrorisme et c'est du blanchiment d'argent, vous êtes taxé à 30% dessus et donc du coup, bah, inévitablement, vous vous rendez compte que euh, votre marge fond comme peau de chagrin. Retenez une chose, c'est qu'avant de regarder sur des poules de liquidité le rendement en premier, commencez par mettre la TVL, la Total Value Locked, donc la valeur totale bloquée, comme premier repère. Vous mettez ça comme premier repère. Et le deuxième repère, c'est quand vous arrivez dans un écosystème, hein, puisqu'ici, regardez, c'est très simple, vous avez ici une TVL sur ce nouveau protocole BIFI qui est récent, vous avez une TVL de 115 millions. Donc il est évident que quand vous avez 115 millions, vous n'allez pas demander qu'une des poules fasse Sur, 50 millions sur ce Attends, protocole. sur Bifi, hein. Sur Oui, Bifi. Ça, bien ça, sûr. ce n'est pas la taille de la poule, c'est la taille
de la pool qui est sur Bifi. Et sur Bifi, voilà, parce Ça qu'après, se trouve, sur la d'autres pool est beaucoup plus protocoles, grande, hein. Voilà. c'est tout pareil. Vous regardez la taille, la TVL totale du protocole, donc de Bifi, et là, vous regardez. Donc, effectivement, sur Bifi, si vous avez 115 millions bloqués, une pool qui a 2 millions, c'est une pool qui est quand même pas idiote. Mais par contre, si vous avez une pool qui fait 2 millions sur une valeur, sur quelque chose qui a 1 milliard de TVL, si vous avez 1 milliard de TVL et que la pool est à 2 millions, là, vous comprenez que c'est une pool qui n'est pas forcément super liquide. Donc, regardez toujours cette question quand vous arrivez sur un protocole où il y a des pools de liquidité, la taille globale du protocole, puis la taille des poules de manière dégressive. Et à ce moment-là, vous allez commencer à choisir votre rendement. Le mieux à faire quand même, c'est que vous preniez appui sur un spécialiste. Soit vous allez en ligne, il y a des gens qui font ça très bien, soit bien sûr un peu de publicité quand même, puisque c'est l'heure. Donc suivez nos conseils. Et nous, en fait, comment on se rémunère? On prendra 10% de vos gains. Donc on a intérêt à ce que les gains soient le plus stables et le plus régulier possible. Daniel, on va écouter ou regarder les questions qui pourraient se poser. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour ceux qui sont venus. Il y avait un clin d'œil très sympa parce qu'il y avait un copain qui était sur la route pour le Maroc et qui s'est arrêté à Gibraltar pour nous regarder. Donc ça, c'était assez sympa. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on vous ouvre le micro, vous levez la main et on vous ouvre le micro. Sinon, vous voulez mettre votre question, vous pouvez mettre votre question là. Donc n'hésitez pas parce que là, vraiment, c'est open Voilà. bar. Ah, Polygon n'est pas cher. Mais non, Michael. Polygon n'est pas cher. C'est la même chose pour Stellar. Daniel, Stellar, je n'utilise pas trop, moi. En DeFi, on Et tu as l'utilise, bien, Stellar? et tu as bien raison. Alors la différence, la très grande, Stellar est très très peu cher, beaucoup moins cher que Polygon. La particularité, c'est que Stellar est beaucoup plus centralisé. Et en fait, Polygon est beaucoup plus décentralisé. Et Polygon n'est pas le truc le plus décentralisé de la planète. Donc, ils utilisent des technologies beaucoup plus libres que Stellar. En l'occurrence, Stellar est une bonne techno aussi. Hein, j'utilise beaucoup de choses. Mais la finance centralisée, c'est principalement sur des technologies EVM, notamment Polygon, et bien sûr Ethereum, bien sûr Avalanche et d'autres. Donc là, je fais toute la machine arrière et on va juste compter effectivement combien on a perdu en frais en tout sur un aller-retour. Donc, il faudrait diviser par deux. Et après, du coup, l'autre question qui était, c'était pas cher en frais. Ben, effectivement, c'est pas cher en frais, c'est le but. Par contre, effectivement, la contrepartie, c'est que parfois, je peux rester 5 minutes avant que ma transaction passe, par exemple. Ah, il y C'est a un peu le prix. pire, hein, il y a ADA aussi. Enfin, faire des transactions aujourd'hui sur Cardano, c'est pas non plus d'une grande rapidité, hein. Voilà. Donc, si par exemple, là, on a tout revenu en arrière, on est à 4,9, ce qui veut dire qu'on a perdu un dixième de Matic. On a perdu du coup 14 centimes avec toutes les manipulations qu'on a fait. Ce qui est très, très honnête. On a fait quoi, une quinzaine d'opérations à peu près? Bon, je vais te le dire. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. Vous savez que je connais des gens qui sont dans la gendarmerie, notamment la répression des fraudes. Ils disent, ils adorent quand les criminels utilisent la blockchain. Ils adorent ça. Ils ont l'impression de jouer à un jeu. C'est tellement facile. 15 transactions. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit un nombre impair. Enfin bref, 15 transactions. Non, parce que oui, il y a le chargement de départ qui effectivement ne Ouais, compte ouais. pas. Donc on a 14 transactions. Donc 7 transactions pour aller dans un sens, 7 transactions dans un sens pour revenir dans l'autre. Alors justement, pour revenir sur les principes de NFT, ce que vous avez ici, ce volt-là, qui a un numéro 1565, est un NFT. C'est-à-dire, je possède un NFT qui est effectivement lié à. Alors, du coup, je ne sais pas si on peut le visualiser sur des banques, par exemple. On va essayer de voir ça pendant la prochaine question. Mais MyFinance nous a créé un NFT pour nous donner l'autorité. Enfin, en gros, cette poule liquide, enfin, c'est pas cette poule, ce volt, donc ce coffre, est un NFT qui est numéroté, qui a ses particularités, et donc j'ai accès à ce coffre par l'intermédiaire de cet NFT. On va se connecter en Web3. Donc là, effectivement, j'ai mes 7 dollars. Si je vais dans les NFT sur Polygon, je ne sais pas si c'est un NFT, mais pas tout, les logiciels comme ça, souvent, ne les affichent pas en fait. Pendant ce temps, on a une très très bonne question de Michael. Décidément, Michael, en bon breton, a dû prendre la potion magique. Non, on ne parlera pas de Monero. Quel est le meilleur moyen d'échanger du fiat et du crypto quel est le meilleur moyen décentralisé? Alors là, tu vois, Daniel, moi, je vais te répondre à la question, c'est que je ne connais pas de moyen décentralisé de faire du on-ramp ou du off-ramp, puisqu'à un moment donné, il faut tout
comme tu as une partie qui est sur de la finance classique, tu es obligé d'avoir un système centralisé pour faire du on-ramp pour du off-ramp, on est d'accord? Bah, oui, parce que globalement, ça veut dire que en gros, quand tu fais ces manipulations-là, qui déclenchent une validation fiscale, hein, attention, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un exercice fiscal hein, d'échanger crypto et fiat. Là, tout ce que j'ai fait là n'est pas fiscalement. Là, j'ai pas besoin de déclarer ce que je viens de faire. De rester de crypto en crypto, il n'y a pas de changement fiscal. Par contre, effectivement, si je transforme ça en euros avec des gains, là, il y a un exercice fiscal. Mais en l'occurrence, pour répondre rapidement à ta question, euh, dans l'idée, si effectivement je veux envoyer du fiat pour récupérer de la crypto, c'est-à-dire qu'il forcément, il faut que quelqu'un l'accepte et me donne des cryptos en échange. Alors, soit vous le faites en peer-to-peer, alors, ça a existé pendant très longtemps, vous arrivez, vous connaissez quelqu'un, alors il m'arrive de temps en temps de me dire, attends, merde, euh, tu sais, je t'ai prêté 10 euros pour le McDo ou n'importe quel grec la semaine dernière, tu peux me rembourser en Matic? Paf, il m'envoie du Matic. C'est-à-dire que si vous connaissez quelqu'un, bah, effectivement, c'est un moyen d'échange comme un autre. Nous, au sein d'Alira, avec les apprenants, avec les staffs et tout, on s'échange de la crypto, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui me doit 50 euros, je lui demande de rembourser en crypto, je ne vais pas lui demander d'envoyer un RIB, ça va mettre une semaine, c'est insupportable. Il m'envoie effectivement en crypto, c'est beaucoup plus simple. Mais globalement, pour passer effectivement de fiat à crypto, bah, inévitablement, il faut passer effectivement par un organisme qui est habilité à le faire. D'accord. Donc, effectivement, il y a des autorisations. Pas n'importe qui n'a le droit de vendre et d'acheter de la crypto au public français. Il faut être enregistré à l'AMF. Voilà, il y a tout un pataquès juridique, l'obligation de KYC, etc., au-delà d'un certain montant. Heureusement, parce qu'effectivement, ça vous permet effectivement d'exercer les luttes contre le blanchiment. Et au-delà de ça, c'est la loi et il est important qu'elle soit respectée. Mais effectivement, il faut passer par les intermédiaires. Alors, petite parenthèse qu'on n'a pas vue, mais sur le MetaMask, vous avez vu qu'on peut acheter du Matic. Vous pouvez swapper du Matic. C'est-à-dire que les échanges, les manipulations, en tout cas celle de swap, c'est-à-dire changer une crypto par une autre, je peux le faire par MetaMask qui va aller chercher les poules de liquidité et les cryptos en question. Et je peux aussi acheter en passant, alors en l'occurrence, c'est par un partenaire qui s'appelle Transac. Et là, effectivement, vous continuez vers Transac et vous avez effectivement KYC, carte bancaire, tout le zoin. Je paye par SEPA, 300 euros, vous allez recevoir 225 Matic. Et si je mets Buy Now, effectivement, il faut que je remplisse un petit KYC, un petit formulaire de ma carte bancaire. Et voilà, il y a quelque chose qui est fait. C'est automatisé, mais on peut déjà passer par des structures qui ne sont pas forcément les échangeurs comme on les connaît. Écoute, Daniel, merci pour cette présentation qui a été fort utile. En tout cas, je pense qu'une fois de plus, nous avons tous appris quelque chose derrière notre écran ou en présence, puisqu'on était quatre ici. Et je ne peux que vous inviter à nous rejoindre fort nombreux le 28 avril, toujours pareil, au Ludilab et en digital. Et j'aimerais, Daniel, peut-être que tu tentes la folie pour le 28 avril de voir si tu peux faire une incursion en Vendée. On t'accueillerait avec grand plaisir. Il faut que tu découvres le Ludilab. Il y a des jeux immersifs qui sont assez extraordinaires. Et en plus, le 28 avril, tu sais que le Puy du Fou devrait être ouvert, ou on sera pas loin d'être ouvert, en tout cas, il est ouvert les week-ends. Voilà, donc je vous dis à tous une très bonne soirée et j'espère vous retrouver nombreux le 28. Et en attendant, suivez la première mi-temps et la deuxième mi-temps de la blockchain pour les nuls. Merci beaucoup, merci à toutes et j'ai bien reçu l'invitation et je ferai mon possible pour pouvoir y répondre lui. Merci à chacune et à chacun d'entre vous.